dépensa la somme colossale de 200 millions de livres pour acquérir l'intégralité des barres de chocolat disponibles au Royaume-Uni, le tout pour sa fille. Ensuite, il embaucha 1 millier des meilleurs ouvriers pour les déballer. Un comportement aussi imprudent et coûteux n'avait qu'un seul but, dénicher un ticket doré fabriqué en or véritable. Ces tickets dorés étaient extrêmement rares, avec seulement 5 exemplaires émis dans le monde entier. Ils avaient été créés par la plus grande et la plus célèbre chocolaterie au monde. Et le propriétaire de cette usine était le légendaire Willy Wonka. Tout le monde connaissait son nom, mais personne n'avait jamais vu à quoi il ressemblait réellement. Personne ne savait non plus comment ces bonbons incroyablement délicieux et bizarres étaient fabriqués. Durant les 20 années écoulées depuis la construction de l'usine, aucune personne n'y était jamais entrée, et il n'y avait aucun travailleur visible. Pourtant, chaque jour, des flux ininterrompus de bonbons continuaient à sortir de la fabrique. Tout le monde voulait désespérément découvrir les secrets de l'usine. Maintenant, toute personne ayant la chance de trouver un ticket doré pourrait non seulement visiter l'intérieur de la fabrique et être témoin du monde caché de Willy Wonka, mais un enfant remporterait même un grand prix au-delà de toute imagination. Le chocolat de Wonka était vendu dans le monde entier et sous l'emballage de n'importe quel bar, dans n'importe quelle boutique, dans n'importe quelle rue, dans n'importe quelle ville, un ticket doré pouvait être dissimulé. Le jour du lancement, les gens jeunes et vieux se précipitèrent pour vider les magasins de chocolat Wonka. Bientôt, les heureux gagnants commencèrent à émerger un par un. Le premier fut Auguste d'Allemagne. Parce que son père tenait une boucherie et ne le restreignait jamais, Augustus mangeait constamment tout le temps. Il dévorait 300 barres de chocolat par jour, manquant presque d'avaler le ticket doré avec. Le deuxième fut Veruca, la petite princesse d'Angleterre. Elle ne faisait rien, n'avait aucun talent particulier, sauf avoir un père très riche. Tout ce qu'elle avait à faire était de demander. Et son père acheta tout le chocolat du pays et força les ouvriers de l'usine à les ouvrir sans arrêt pendant 3 jours et 3 nuits. Gagner un ticket doré était presque trop facile. Lors d'une interview médiatique, la famille se tenait sur un tapis en peau d'ours. Le père profita de l'occasion pour faire la publicité de son entreprise, la mère exhiba son énorme bague en diamant et la fille afficha un faux sourire. Après l'interview, la petite princesse gâtée commença immédiatement à exiger de plus en plus de choses. La troisième fut Violette d'Amérique, une fille dure et compétitive. Elle avait remporté 263 trophées dans toutes sortes de sports, portés par son esprit de compétition féroce. Normalement, elle ne mâchait que du chewing-gum, mais dès qu'elle entendit parler du ticket doré, elle passa immédiatement à la consommation de chocolat. Peu après, le 4e ticket doré fut trouvé. Mais contrairement aux autres, Mike le trouva en un seul essai. Doté d'un QI de génie depuis son plus jeune âge, Mike jeta un coup d'œil désinvolte aux dates de production, aux données météorologiques et aux indices boursiers, et déduisit facilement où se trouverait le ticket doré. Cependant, son attitude arrogante et suffisante donnait constamment des maux de tête à ses parents. Maintenant, il ne restait qu'un seul dernier ticket doré à découvrir. En regardant les camions de livraison de chocolat dans les rues, Charlie ne pouvait que les observer avec envie. Il n'était ni plus rapide, ni plus fort, ni plus intelligent que les autres enfants. Sa famille n'était ni riche, ni bien connectée, et ils avaient même du mal à avoir assez de nourriture. Il vivait dans une maison si fragile qu'il semblait qu'une forte rafale de vent pourrait la faire tomber. Toute la maison n'avait qu'un seul lit et une seule couverture, et il devait se serrer avec son grand-père, sa grand-mère et ses 2 autres grands-parents. Sa mère était toujours occupée à réparer le toit et à faire les corvées, et leur repas n'était que des feuilles et des racines de légumes bouillis. Le seul revenu provenait de son père qui travaillait dans une usine de dentifrice. La seule chose qu'il pouvait ramener pour Charlie était quelques bouchons de dentifrice volés. Pourtant, Charlie était toujours reconnaissant. Sa plus grande joie était de construire une chocolaterie miniature avec des bouchons de dentifrice et d'écouter les histoires de Grandpa Joe sur Willy Wonka. Grandpa Joe avait autrefois travaillé pour Willy Wonka lui-même. Bien avant que l'usine ne soit construite, Willy Wonka ne possédait qu'une petite confiserie. Et pourtant, elle était si follement populaire que des gens du monde entier y affluaient. Wonka était un véritable génie des bonbons, capable de fabriquer une crème glacée qui ne fondrait pas pendant des heures, même sous le soleil brûlant. Peu après, Willy Wonka décida de construire une vraie chocolaterie. Ce serait la plus grande de tous les temps, 50 fois plus grande que n'importe quelle autre usine. Le jour de son ouverture, les rues étaient bondées de foule et grand-père et grand-mère assistèrent à l'événement de leurs propres yeux. Même un prince indien, en entendant la nouvelle, embaucha Wonka pour lui construire un grand palais entièrement fait de chocolat. Les briques étaient en chocolat, le ciment était en chocolat, même les murs, les meubles et les sols étaient tous faits de chocolat.
Wonka avertit le prince de le manger rapidement, mais le prince refusa, insistant pour vivre à l'intérieur du chef-d'œuvre de chocolat parfait. Jusqu'à un après-midi insupportablement chaud, le palais ne put plus tenir et fondit complètement. Le prince envoya d'urgence un télégramme exigeant une reconstruction. Mais à ce moment-là, Willy Wonka avait ses propres problèmes. D'autres fabricants de bonbons jaloux avaient commencé à envoyer des espions dans son usine pour voler ses recettes secrètes. Après un certain temps, toutes sortes de produits bon marché commencèrent à apparaître. De la crème glacée qui ne fondrait jamais, du chewing-gum qui ne perdrait jamais sa saveur, et des ballons de bonbons qui n'éclateraient jamais. Le cœur brisé par cette trahison, Willy Wonka ferma l'usine un jour sans avertissement et renvoya tous ses ouvriers chez eux. Il annonça que la chocolaterie serait fermée pour toujours. Depuis lors, le mystérieux Willy Wonka avait disparu de la vue du public. Quant à Charlie, il ne pouvait même pas imaginer combien de temps de pour toujours durait vraiment. Maintenant, la chocolaterie reprit ses activités et une épaisse fumée s'éleva à nouveau de ses cheminées. Qui faisait fonctionner les machines? Où Willy Wonka était-il allé? Cela devint un mystère. Grandpa Joe dit qu'il donnerait n'importe quoi juste pour entrer à nouveau dans l'usine une fois de plus. Cela fit éclater Grandpa George de rire, rappelant à tout le monde dans la maison misérable, en particulier à Charlie, que de bonnes choses comme celle-ci n'arriveraient jamais à des gens comme eux. La pièce sembla instantanément devenir quelques degrés plus froide. Mais avant le coucher, grand-mère chuchota secrètement à Charlie « Rien n'est impossible, Charlie ». À ce moment-là, Charlie n'avait aucune idée qu'il était en réalité le garçon le plus chanceux du monde entier. Et à partir de cette nuit-là, des choses impossibles avaient déjà commencé à se produire. Charlie ne pouvait obtenir qu'une seule barre de chocolat chaque année comme cadeau d'anniversaire. Mais sachant à quel point Charlie devait avoir espéré un ticket doré, ses parents, malgré leur pauvreté, décidèrent de lui donner son chocolat d'anniversaire une semaine à l'avance. Charlie n'avait jamais été aussi nerveux. Sous les regards pleins d'espoir de toute la famille, Charlie déballa soigneusement le chocolat. Mais aucun miracle ne se produisit, et sous l'emballage se trouvait juste une barre de chocolat froide et ordinaire. La déception sembla drainer même la douceur du chocolat. Pourtant, comme son père l'avait dit, peu importe quoi, Charlie avait toujours du chocolat. Charlie cassa le chocolat en morceaux, s'assurant que tout le monde puisse en avoir un morceau. Il partagea sa douceur avec toute la famille, puis prit soigneusement une petite bouchée lui-même, la savourant lentement. Mais bientôt, des nouvelles encore pires arrivèrent. Charlie découvrit que son père n'était pas allé travailler le lendemain. Parce que le chocolat se vendait trop bien, beaucoup d'enfants développèrent des caries et les ventes de dentifrice montèrent en flèche. L'usine de dentifrice introduisit des machines pour augmenter l'efficacité et M. Bucket perdit son emploi sur le champ, rendant leur situation déjà désastreuse encore pire. Charlie vit tout de ses propres yeux et c'est pourquoi il était beaucoup plus mature que n'importe quel autre enfant, parce qu'il avait enduré tant de difficultés et chérissait particulièrement chaque petite douceur. Grandpa Joe vit la tristesse de Charlie, alors il sortit son portefeuille et prit sa dernière pièce. C'étaient les économies secrètes de Grandpa Joe. Grandpa Joe dit à Charlie de courir au magasin le plus proche, d'acheter la première barre de chocolat qu'il verrait et de revenir l'ouvrir ensemble. Le ticket doré devait être à l'intérieur. Mais le miracle ne se produisit toujours pas. Debout devant les portes de l'usine, Charlie pria silencieusement, mais ensuite il entendit des gens dire que le dernier ticket doré avait déjà été trouvé. Tout comme Grandpa George l'avait dit, les bonnes choses n'arrivaient vraiment jamais à des gens comme eux. Mais ensuite, Charlie repéra soudainement un billet de 10 livres posé au bord de la route. Regardant autour de lui et confirmant qu'il n'y avait pas de propriétaire, Charlie courut rapidement dans le magasin le plus proche. Il avait tellement faim que tout ce qu'il voulait était une barre de chocolat pour remplir son estomac. De manière inattendue, caché sous l'emballage, se trouvait un ticket doré. Il s'avéra que le ticket précédent avait été un faux. Les adultes à proximité se pressèrent immédiatement autour de lui, offrant des prix élevés pour acheter le ticket à Charlie. Charlie ne s'était jamais senti aussi excité. Il cria et courut tout le chemin jusqu'à la maison. Le Grandpa Joe alité était si excité qu'il sauta miraculeusement hors du lit, dansant de joie. C'était comme un miracle médical. Mais Charlie, qui avait toujours rêvé d'entrer dans la chocolaterie, hésita, parce que quelqu'un avait offert 500 livres, ou même plus, pour acheter le ticket doré. Le cœur de Grandpa Joe chuta instantanément. En effet, face à une réalité dure, il n'avait pas le luxe de poursuivre des rêves. Et pendant que tout le monde se taisait, ce fut le Grandpa George habituellement sévère qui parla à Charlie. Après tant d'années, des foules remplirent à nouveau la zone à l'extérieur de la chocolaterie. Chaque enfant pouvait amener un parent. Et peu importe qui gagnerait le grand prix inimaginable à la fin, tout le monde recevrait quand même plusieurs camions de chocolat, plus qu'assez pour toute une vie. Les portes géantes se fermèrent lentement. Tout le monde entendit seulement la voix d'un homme sur le haut-parleur et vit une performance d'ouverture comique, mais ne vit toujours pas
le légendaire Willy Wonka. Au lieu de cela, il n'y avait qu'un homme avec des lunettes surdimensionnées, applaudissant maladroitement, qui ne pouvait même pas parler correctement sans lire une carte. Seul Grandpa Joe reconnut immédiatement que cela devait être Wonka. Mais avec ses vêtements jetés négligemment et son visage pâle et maladif, il ne ressemblait en rien à une figure puissante. Et Wonka ne perdit pas de temps à se moquer des défauts de chaque enfant. Le gourmand Augustus, l'arrogant Mike et Charlie qui avait simplement eu de la chance. Quant aux deux autres enfants hypocrites, Wonka ne put même pas se donner la peine de les reconnaître. Le long couloir était sombre et froid, comme s'il ne finirait jamais, et le comportement étrange de Wonka fit soupçonner aux parents que quelque chose n'allait pas. Mais quand Wonka poussa finalement la porte de l'atelier, tout le monde fut trop choqué pour parler. Cela ressemblait exactement à un monde de contes de fées. Chaque goutte dans la rivière était faite du meilleur chocolat fondu. Et une cascade de chocolat géante le remuait et le barattait. Et tout ce que l'œil pouvait voir était fait de chocolat, y compris l'herbe et les chemins sous les pieds. Beau à regarder et délicieux à manger. Après avoir tout présenté, Wonka dit aux enfants de se lâcher et de profiter autant qu'ils le voulaient. Ils n'avaient aucune idée que tout ici était en réalité un test. Mike, qui n'aimait même pas le chocolat, commença immédiatement à tout casser. Violette arracha un fruit directement de la main de Charlie. Intimider les faibles était son plus grand plaisir. Alors que Veruca levait les yeux, elle fut surprise de voir plusieurs Oompa Loompa travaillant sur une colline voisine. Il s'avéra qu'ils étaient les vrais travailleurs de la chocolaterie. À l'époque, Wonka s'était aventuré dans une forêt primaire pour trouver des fèves de cacao de meilleure qualité. Durant son exploration, il fut ciblé par un moustique géant. Sentant le danger imminent et réalisant qu'il ne pouvait pas s'échapper, Wonka balança son couteau de toutes ses forces, tuant l'insecte géant sur place. Ce faisant, il tomba accidentellement sur la maison cachée des Oompa Loompas. En raison de leur petite taille et du manque de nourriture disponible, les Oompa Loompas survivaient en mangeant des chenilles dégoûtantes au goût infect. Par coïncidence, les Oompa Loompas adoraient absolument les fèves de cacao, les vénérant même comme sacrées. Cependant, il était extrêmement rare pour eux de trouver même 2 ou 3 fèves de cacao en une année entière. Saisissant l'opportunité, Wonka leur offrit du chocolat comme paiement, réussissant à recruter les Oompa Loompa pour devenir les travailleurs les plus loyaux de l'usine. Pendant que tout le monde s'émerveillait encore des Oompa Loompa, Augustus, de l'autre côté, ne put plus résister à sa gourmandise. Insatisfait de ce qu'il pouvait atteindre depuis la rive, il ignora tous les avertissements et se pencha pour boire de la rivière de chocolat. La seconde suivante, son gros corps glissa et tomba lourdement dans la rivière. Wonka fut profondément déçu. Si seulement Augustus avait pu exercer un peu de maîtrise de soi, il ne se serait pas retrouvé dans un état aussi pathétique. La mère d'Augustus cria que son fils ne savait pas nager et supplia Wonka de le sauver. Wonka ne dit rien, jeta juste un coup d'œil à la machine au-dessus. Un tube d'aspiration plongea dans la rivière et aspira Augustus. À cause de sa gourmandise, Augustus devint le premier enfant éliminé. Soudainement, d'innombrables Oompa Loompa émergèrent des coins, chantant et dansant, leurs paroles se moquant ouvertement et subtilement d'Augustus. Le vrai coupable était l'indulgence de ses parents. Ce qui était étrange, c'est que les paroles et la danse semblaient avoir été répétées longtemps à l'avance. On avait l'impression que Wonka avait su tout ce qui allait se passer depuis le début. Malgré tous les événements bizarres qui avaient eu lieu, tout le monde décida de continuer à visiter la chocolaterie dans l'espoir de gagner le légendaire Grand Prix. Seul Charlie posa une question à Wonka par curiosité. Mais en fait, Wonka n'avait pas pensé à son enfance depuis de nombreuses années. Quand Wonka était petit garçon, il se déguisait en petit elfe pour Halloween et allait de porte en porte demander des bonbons. La différence était que Wonka portait toujours un énorme appareil de correction dentaire. Le père de Wonka était le dentiste le plus célèbre de la ville. Aux yeux de son père, les bonbons n'étaient pas des bonbons, c'était une source de caries. Du point de vue d'un dentiste, il disait constamment à Wonka toutes les mauvaises choses que les bonbons pouvaient causer, puis jeter tous les bonbons dans le feu. Avoir des dents parfaites était l'exigence de son père et l'entrave de l'enfance de Wonka. Quand Wonka revint à la réalité, le bateau avait déjà navigué dans un canal étroit et turbulent. Après avoir traversé l'atelier des matières premières, ils arrivèrent à l'endroit le plus important de la chocolaterie, la salle d'invention. Toutes sortes de bonbons étranges et nouveaux étaient expérimentés et créés ici. Par exemple, il y avait le Gobstopper éternel, un bonbon conçu pour les enfants avec peu d'argent de poche, qui pouvait être sucé pendant une année entière sans devenir plus petit. Il y avait aussi le caramel capillaire, qui pouvait faire pousser de nouveaux cheveux dans la demi-heure suivant sa consommation. Mais la plus grande et la plus incroyable invention était le chewing-gum repas 3 plats, qui contenait du rôti de bœuf, de la soupe à la tomate et de la tarte aux myrtilles. Si vous ne vouliez pas cuisiner, mâcher un morceau pouvait vous rassasier.
Cela rendit Violette très excitée. Ignorant l'avertissement de Wonka, Violette fourra immédiatement le chewing-gum dans sa bouche. Très vite, elle sentit de la soupe à la tomate couler dans sa gorge, suivie de rôtis de bœuf, et elle s'émerveilla d'un tel bonbon. Mais la seconde suivante, quand le goût de tarte aux myrtilles inonda sa bouche, le nez de Violette commença à devenir violet. Il s'avéra que le chewing-gum repas 3 plats était encore un produit inachevé. Et auparavant, 20 Oompa Loompa qu'il avait essayé s'étaient transformés en myrtilles. Violette ne fit pas exception après avoir ignoré l'avertissement. Mais la première chose à laquelle la mère de Violette pensa fut « Bientôt les Oompa Loompa émergèrent de l'obscurité ». Sans aucun doute, l'esprit de compétition obsessionnel de Violette était le résultat de l'influence de sa mère autoritaire. Même après que tout son corps se soit transformé en myrtille géante, Violette refusa de cracher le chewing-gum juste pour protéger son titre de championne. Elle serait envoyée à la salle de pressage pour être pressée à sec dans une tentative de revenir à la normale. Ensuite, le groupe continua sa visite. Mike voulut immédiatement savoir quel était le prix ultime. Veruca, quant à elle, était curieuse de savoir si Violette pouvait rester une myrtille pour toujours. Seul Charlie posa à nouveau une question perçante. Mais en fait, même maintenant, Wonka se souvenait encore du premier morceau de bonbon qu'il avait jamais mangé. Au milieu des flammes bleues et des cendres, Wonka trouva un morceau de chocolat qui avait été sauvé par son emballage en papier d'aluminium. Saisissant le moment pendant que son père était absent, Wonka fourra rapidement le chocolat dans sa bouche et le goût merveilleux le fit complètement tomber amoureux. Après cela, Wonka ne put pas s'arrêter. Il économisa tout son argent de poche pour acheter différents types de chocolat et il enregistra personnellement le goût de chaque morceau de bonbon dans un carnet. Avec le temps, Wonka ne fut plus satisfait de simplement manger des bonbons. Il voulait savoir comment ces délicieuses friandises étaient fabriquées. Bientôt, ils arrivèrent à la salle des noix. Monsieur Salt était très familier avec cela car il était impliqué dans une industrie connexe. Mais ce que personne n'attendait, c'est que les travailleurs ici étaient des écureuils spécialement entraînés. Ils tapaient chaque noix avec leur jointure pour déterminer si elle était bonne ou mauvaise avec un taux de précision de 100%. Les mauvaises noix seraient jetées dans le conduit à ordures central. Que ce soit raisonnable ou non, tant que cela pouvait être résolu avec de l'argent, Monsieur Salt ne refuserait jamais les demandes de Veruca. Alors Veruca obtenait toujours ce qu'elle voulait et se voyait naturellement comme le centre du monde. Mais aujourd'hui, Veruca essuya un refus parce que Wonka ne vendrait jamais ses propres travailleurs. Voyant que son père n'avait pas de solution, Veruca refusa toujours de reculer et elle escalada la clôture, décidant d'attraper un écureuil elle-même. La seconde suivante, tous les écureuils se jetèrent sur elle et Veruca fut instantanément clouée au sol, tandis que Monsieur Salt paniquait. Wonka cependant sortit tranquillement un grand trousseau de clés et chercha lentement à travers elle, gagnant clairement du temps. Les écureuils ne firent pas de mal à Veruca, mais tapèrent sur son front à plusieurs reprises. Il s'avéra que Veruca avait été jugée comme une mauvaise noix. Parce que tout ce qu'elle savait faire était exigé et créer des problèmes déraisonnables, il n'était pas surprenant qu'elle soit jugée mauvaise. Après que Veruca fut jetée dans le conduit à ordures, Wonka trouva finalement la bonne clé. Sans réfléchir, Monsieur Salt se précipita en avant pour essayer de sauver sa fille et finit par subir le même sort. Quant à pourquoi Veruca finit comme ça, la réponse était évidente. Il ne restait que 2 enfants. Pour accélérer les choses, Wonka emmena tout le monde dans un ascenseur spécial. Cet ascenseur pouvait se déplacer non seulement de haut en bas, mais aussi latéralement, en diagonale, et même se tordre et tourner. Il suffisait d'appuyer sur un bouton, et ils arriveraient instantanément à leur destination. En chemin, ils passèrent devant la montagne de gomme géante, la prairie de barbe à papa, où des moutons en coton étaient élevés, l'hôpital pour blessés Oompa Loompa, le centre financier Oompa Loompa, et même la tour de feu d'artifice en bonbons Oompa Loompa. L'usine entière était si grande qu'elle semblait sans fin. Dans un état second, Wonka se souvint à nouveau de son père. À cette époque, il rêvait de faire le chocolat le plus délicieux, mais son père ne montra aucun soutien. En colère, Wonka s'enfuit de la maison pendant plusieurs jours. Quand il revint finalement, son père avait vraiment déménagé et depuis ce jour, Wonka ne l'avait plus jamais revu et son enfance fut figée à jamais à ce moment. Bientôt, Mike interrompit les souvenirs de Wonka. Mike croyait toujours que tout le monde sauf lui-même était désespérément stupide. Alors même, quand il voyait des choses au-delà de sa compréhension, il refusait de croire aux merveilles de l'usine et appuya impulsivement sur un bouton qui les emmena dans la salle de télévision. De manière inattendue, c'était là que la plus grande invention de Wonka était en gestation, le chocolat télévisé. Avec une machine spéciale, le chocolat pouvait être transmis par télévision de l'autre côté. De cette façon, quand les gens voyaient une publicité et voulaient acheter du chocolat, ils pouvaient instantanément goûter la friandise.
C'était une vraie livraison à distance, permettant aux enfants du monde entier de manger du chocolat. En entendant cela, Mike entra immédiatement dans une rage folle, maudissant Wonka d'être un idiot, parce qu'une invention qui bouleverse le monde était gaspillée sur du chocolat. Prétendant qu'il n'était pas un imbécile, Mike se précipita vers la console de contrôle. Son arrogance et son cynisme prématuré lui firent perdre l'émerveillement enfantin qu'il aurait dû avoir à son âge, et il ne fantasmait plus, devenant trop réaliste. Mais au moment où il fut réellement transmis de l'autre côté de la télévision, il était déjà trop tard pour les regrets. Mike se transforma en une minuscule petite silhouette, rebondissant entre différentes chaînes de télévision. Même quand son père le sortit de l'écran, Mike ne revint pas à sa taille normale. Mike devrait être envoyé à la salle d'étirement du caramel pour essayer de l'étirer à sa forme originale. À la fin, tous les autres enfants furent éliminés un par un et Charlie gagna naturellement le prix ultime. Wonka était extrêmement excité. Il attendait ce jour depuis longtemps. Il appuya sur le bouton étiqueté « Fusée montante » et effectivement, la seconde suivante, l'ascenseur rugit à la vie, projetant tous les trois directement hors de la cheminée de la chocolaterie et s'envolant dans le ciel. En dessous d'eux se trouvaient les enfants éliminés. Augustus grignotait le go. En dessous d'eux se trouvaient les enfants éliminés. Augustus grignotait le goût sucré sur le bout de ses doigts, mais fut sévèrement arrêté par sa mère. Aujourd'hui, il n'aurait pas de repas supplémentaire en rentrant à la maison. Violette était devenue plus agile. Mais avec cette apparence étrange, sa mère ne voulait plus qu'elle participe à des compétitions. Veruca aperçut l'ascenseur volant et ouvrit immédiatement la bouche pour l'exiger. Mais cette fois, M. Salt répondit « Quant à Mike, peut-être que quand il grandirait, il chercherait à retrouver l'innocence qu'il avait perdue. » Charlie pointa la petite maison misérable dans le coin le plus éloigné de la ville. Wonka s'écrasa directement à travers le toit sans hésitation, rendant la maison déjà misérable encore pire. Le soi-disant prix ultime était l'héritage de toute la chocolaterie. Il s'avéra qu'il y a 6 mois, en se faisant couper les cheveux, Wonka fut choqué de trouver un cheveu blanc. Et dedans, il vit l'œuvre de sa vie qu'il avait construite. Son usine, ses fidèles Oompa Loompa, tout cela n'aurait personne pour s'en occuper une fois qu'il serait mort. Alors, Wonka prépara soigneusement les tickets dorés. Maintenant, Charlie était l'élu. Charlie n'avait qu'à laisser derrière lui tous ses attachements et, comme Wonka, consacrer toute sa vie à l'étude du chocolat. C'était le prix de la poursuite des rêves. Mais à la surprise de Wonka, un garçon pauvre comme Charlie pouvait encore rester fermement aux côtés de sa famille, même face à une tentation aussi écrasante. Wonka ne pouvait pas comprendre. Il avait passé toute sa vie à faire des bonbons, essayant d'enterrer l'amertume de l'enfance avec de la douceur, seulement pour trouver tout cela brisé à ce moment. Wonka, impuissant, regarda les yeux étranges autour de lui et s'enfuit dans l'embarras, laissant la famille de Charlie et un toit brisé dans le silence. Et la grand-mère, habituellement hébétée, pour une fois, s'avéra avoir raison. Plus tard, chaque fois que Charlie avait du temps, il aidait sa mère à réparer le toit et parfois cirait des chaussures dans les rues. Grandpa Joe ne passait plus toute la journée allongé dans son lit. Quand il faisait les tâches ménagères, il semblait avoir une énergie sans fin. Monsieur Bucket apprit comment aider à réparer les machines à l'usine de dentifrice. La vie de leur famille s'améliora de mieux en mieux et la viande revint progressivement sur leur table à manger. En contraste, l'état de Wonka empirait de plus en plus. Il errait sans but, et même les nouveaux bonbons qu'il développait perdèrent leur magie d'autrefois. Finalement, il ne put s'empêcher d'aller demander à Charlie. Il s'avéra que Wonka était juste trop fier. Il avait longtemps voulu rentrer chez lui et il y avait toujours eu un bouton maison sur l'ascenseur. Après tant d'années, quand Wonka revint finalement, il découvrit que son père n'avait jamais déménagé. Le bâtiment solitaire se dressait au milieu de la neige, tout comme le cœur froid de Wonka. Il sonna à la porte et son père était toujours aussi sévère qu'il s'en souvenait. Le père et le fils n'eurent pas de retrouvailles dramatiques. Son père accomplissait toujours ses devoirs de dentiste, mais Charlie remarqua que sur le mur de l'autre côté se trouvaient d'innombrables coupures et nouvelles sur Wonka et la chocolaterie. Il s'avéra que le père de Wonka l'avait silencieusement surveillé toutes ces années. Sans beaucoup de mots, le père et le fils s'embrassèrent étroitement, sentant le battement de cœur longtemps perdu de l'autre. Plus tard, Charlie et Wonka dirigèrent la chocolaterie ensemble, inventant d'innombrables bonbons délicieux et magiques chaque jour. Après le travail, Wonka rendait visite à la maison de Charlie. Peut-être que les choses les plus importantes avaient toujours été juste à côté de nous. Charlie et la chocolaterie est loin d'être juste un doux film fantastique pour enfants. C'est un livre de diagnostic écrit pour le monde adulte et un rêve tendre tardif au chevet du lit. Quand nous plaçons les enfants sur la chaîne de montage du succès, créons-nous un autre Willy Wonka portant un appareil dentaire,
Quand l'éducation devient un outil de mobilité sociale, oublions-nous l'esprit doré grandissant à l'intérieur de cette petite maison tremblante? L'absurdité du conte de fées questionne la réalité. Pour guérir le syndrome de l'enfance perdue de notre époque, peut-être que chaque père doit être un homme pauvre, distribuant du chocolat, et non un dentiste posant des appareils en fer. Tout comme le morceau de chocolat que Charlie ne pouvait jamais se résoudre à finir. La vraie éducation consiste à apprendre aux enfants à savourer l'arrière-goût de la vie dans la rareté et à protéger l'intégrité de leur âme face à la tentation. Tu poses toujours trop de questions, questionnant ce qui a vraiment du sens. Mais certaines choses ont juste besoin d'être douces, elles n'ont pas besoin d'avoir de sens. Comme un bonbon fondant dans ta bouche pendant que tu fermes les yeux, rêvant de princes et de princesses, vivant heureux pour toujours. C'est comme si je chuchotais doucement à ton oreille. Bonne nuit, que la longue nuit soit sans rêve. D'autres histoires touchantes arrivent de bientôt, alors pense à liker, t'abonner et découvrir nos autres récits qui célèbrent les liens extraordinaires entre tous les êtres vivants.